5 juin. Aujourd'hui, nous voulions aborder la question des politiques européennes. Nous travaillons les uns et les autres à préparer 2022 et nous, en ce qui nous concerne, on souhaite travailler sur l'idée d'une plateforme commune de la gauche, de faire en sorte qu'il y ait le maximum de points communs qui soient mis en avant par les différentes forces de gauche. Et on sait que la question européenne a largement divisé à certains moments, mais il nous semble que dans la mesure où la crise a amené tout un certain nombre de modifications dans les politiques européennes et de la Banque centrale, qu'un certain nombre de dogmes néolibéraux, eh bien, on a vu de nombreuses institutions s'asseoir dessus. Le pacte de stabilité qui est aujourd'hui mis de côté, temporairement au moins. En tout cas, il nous semble qu'il est important de reprendre la discussion aujourd'hui. La revue Démocratie et Socialisme, qui existe depuis 28 ans, essaie tous les mois de voir l'actualité et au cœur, avec le social au cœur. Parce que notre point de vue, on essaie toujours de partir des intérêts du salariat. Le salariat, pour nous, c'est la classe sociale dominante en termes numériques, mais malheureusement exploitée, et qui produit les richesses, mais qui n'en a pas la part qui revient normalement à eux, tous les salariés. Ce point de vue-là, c'est aussi la façon dont on aborde l'ensemble des questions. Et la question, évidemment, européenne, on ne souhaite pas la traiter d'un point de vue strictement économique, détaché du social et détaché de la nécessité, certainement, de mouvements sociaux pour imposer une autre politique que celle qui a pu être menée toutes ces dernières années. Alors, vous avez bien voulu répondre à notre invitation, Jean-Marie Harribey, Manon Aubry, Benjamin Lemoine. Vous vous représenterez mieux, si vous voulez. Jean-Marie Harribey est économiste. Il a animé le conseil scientifique, il anime toujours le conseil scientifique d'attaque et a co-présidé les économistes atterrés. Benjamin Lemoine est sociologue, chercheur au CNRS et à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Et puis Manon Aubry, qui, avant d'être élue députée européenne pour la France insoumise, elle co-préside le groupe de la gauche unie européenne au Parlement européen, eh bien, a travaillé pour l'ONG Oxfam précédemment, et je crois comme spécialiste et porte-parole sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale. Et Christakis Georgiou, qui lui est chercheur en études européennes à l'Université de Genève. Il est par ailleurs adhérent à la gauche démocratique et sociale. Donc, on souhaite parler bien sûr d'un débat qui a pu vous diviser, qui a pu diviser les économistes de la gauche sur la question de la dette. Faut-il ou non réclamer l'annulation de la dette publique des États membres de la zone euro détenue par le système européen des banques centrales? C'est un point qui peut être important, mais il ne nous semble pas, en tous les cas, qu'il doive être le seul débat de ce soir, bien loin de là. Et on souhaiterait débattre plus largement des politiques européennes actuelles et de celles qui seraient nécessaires d'un point de vue de gauche, d'un point de vue progressiste. Le mot progrès, pour nous, c'est le mot progrès social, qui est toujours d'actualité. Et c'est un petit peu de cela que nous souhaiterions discuter. On vous propose, dans un premier temps, de faire une première intervention chacun de 10 à 15 minutes. Ça laisse, je crois, le temps de s'exprimer. De commencer peut-être par Jean-Marie Harribey, de partir un peu sur cette question de la dette publique, mais dans un point de vue plus large sur les politiques européennes qui sont menées depuis notamment la crise du Covid. À toi, Jean-Marie, si tu veux bien. Bonjour à vous tous et merci pour avoir organisé cette discussion. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran là? Oui. On le voit bien, d'accord, merci. Donc, comme vous m'avez demandé de commencer la soirée, je vais pendant quelques minutes situer le contexte dans lequel notre discussion a lieu. Le contexte est celui d'une crise du capitalisme mondial qui a de multiples dimensions que je résume très très rapidement comme réunissant pour la première fois dans l'histoire peut-être des contradictions sociales majeures et des contradictions écologiques. Et c'est ça qui fait le caractère structurel, systémique de cette crise-là.
Et bien sûr, là-dessus, 4 décennies de politique néolibérale visant à contraindre les dépenses publiques et la fiscalité pour les classes dépossédantes n'a rien arrangé, vous vous en doutez. Et d'où un envol de l'endettement public assez net, qui, jusqu'à la survenue de la crise financière de 2007 et bien sûr de manière encore accentuée pendant l'année 2020, n'avait pas remis en cause les dogmes néolibéraux. Et ces dogmes-là n'ont pas été bien sûr remis en cause, mais ils ont été quelque peu bousculés avec la poursuite des atermoiements concernant l'impulsion de la transition écologique au niveau de la Commission européenne. Donc ça, c'est le contexte. Le contexte que l'on peut visualiser par l'évolution de la croissance de la productivité du travail dans le monde, qui depuis 15 ans maintenant est au déclin. Et donc c'est ce qui fait la crise sociale et écologique du capitalisme, puisque vous savez que la productivité du travail, c'est toujours celle qui, in fine, commande la rentabilité du capital. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre l'explosion de la dette publique, puisque au sein de l'Union européenne, les États n'ont plus accès directement à la Banque centrale, mais doivent se porter sur les marchés financiers. Et pour le cas de la France, vous voyez donc que la dette représente aujourd'hui l'équivalent, je souligne le mot équivalent, parce que la dette n'est pas une partie du PIB, hein, mais c'est l'équivalent, c'est mesuré en termes d'équivalent du PIB, donc autour de pas loin de 120%. Or, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que dans le même temps, les intérêts versés au titre de cette dette publique sont allés en décroissant. Donc, on avait des intérêts qui représentaient 3,5% environ du PIB il y a une vingtaine ou 25 ans, et maintenant, c'est réduit à presque pas grand-chose, à peine un peu plus de 1%. Cette situation n'est pas unique dans le monde, puisque aux États-Unis, on a une explosion de la dette publique qui est de même ampleur et peut-être même encore plus extravagante. Et je ne dis rien du Japon, dont vous savez que la dette publique japonaise dépasse l'équivalent de 250% du PIB de ce pays. Quelles sont les causes de cet envol? Bon, d'abord, et pour le cas européen, c'est flagrant, une fiscalité insuffisante au regard des besoins collectifs, une obligation d'emprunter sur les marchés financiers fixée, cette obligation par les traités européens, et tant que les taux d'intérêt sont restés supérieurs à la croissance économique, et cela jusqu'au début de la décennie 2010 au moins, il y a ce qu'on appelle un effet boule de neige qui fait que la dette enfle. Et si, lorsque la récession menace ou lorsqu'elle survient, vous avez une contraction du PIB ou un ralentissement du PIB, le ratio dette sur PIB, bien sûr, a tendance à augmenter. Alors, cet envol de la dette publique se traduit par une augmentation du bilan des principales banques centrales au fur et à mesure que celles-ci se sont mises à acheter sur les marchés financiers, ou plutôt aux institutions financières, essentiellement les banques, se sont mises à leur racheter les titres de dette souveraine que ces banques détenaient. Et donc, dans le but, bien sûr, de rendre un peu moins coûteux pour les États l'accès à ces emprunts sur les marchés financiers. Donc vous voyez là, pour les 3 grandes banques centrales que sont la BCE, la Fed américaine, la Banque du Japon, vous voyez donc la montée du passif de ces bilans depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Le graphique du haut montre les passifs des bilans et le graphique du bas montre les montants en pourcentage du PIB. Si l'on regarde le bilan de la BCE, actif-passif cette fois-ci sur ce diagramme, ce graphique horizontal, là vous voyez en dessous le passif et en dessus l'actif. Et donc vous voyez que depuis le début des rachats, des programmes d'achat d'actifs par la Banque centrale, on a une montée de ce bilan.
Et vous voyez bien que cela représente au moment décisif que sont, d'une part, je vous le montre avec ma flèche ici, que sont au début de la décennie 2010, lorsqu'il y a eu la crise dite de l'euro, avec au premier chef la crise dite, je souligne toujours le mot dite grecque, et au début de l'année 2020, bien sûr, un nouvel envol de ce bilan quand la Banque centrale a mis en œuvre ses rachats de titres publics pour pallier à la crise sanitaire qui était survenue cette année-là. Alors, je vous indique, si besoin est, mais on y reviendra peut-être dans la discussion, il y a eu un grand nombre de programmes de rachat des titres par la Banque centrale européenne au titre des politiques dites non conventionnelles, en anglais le quantitative easing. Bon, je ne détaille pas ce programme parce qu'on y reviendra, mais c'est ce qui explique que, je reviens à la diapo précédente, c'est ce qui explique aujourd'hui que ce bilan dépasse 7 000 milliards d'euros aujourd'hui à cause de ou grâce à ces différents programmes qui ont été mis en œuvre depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, on a, pour ces différents programmes, on a vu donc mise en œuvre des rachats qui se soldent à l'heure actuelle pour des milliers de milliards d'euros, qu'il ne faut pas confondre avec le plan de relance de 750 milliards de la Commission européenne qui a été décidé voici presque un an, mais qui n'a pas encore été mis en œuvre puisque tous les pays membres n'ont pas encore validé ce programme devant leur Parlement national. Alors, bon, ça c'est tout le contexte dans lequel nous discutons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire de la dette publique? Alors c'est ça qui a un peu enflammé les économistes de gauche au cours de l'hiver là. Bon, je vais vite énumérer les principaux arguments échangés et puis la discussion permettra de compléter bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de cette dette? Est-ce qu'il faut la rembourser? Alors là, il faut rappeler quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on ne peut pas appliquer un raisonnement microéconomique à l'échelle macroéconomique. On ne peut pas appliquer pour un État, pour des États, on ne peut pas appliquer le raisonnement que l'on tient à juste titre pour un individu ou une entreprise. Ces derniers sont obligés de rembourser leurs dettes parce qu'ils ont un horizon de vie fini, ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc l'application d'un raisonnement individuel au niveau de l'État ne convient pas. Deuxièmement, est-ce qu'on peut considérer que en fait, les États ne remboursent jamais leurs dettes puisque lorsqu'un titre arrive à échéance, eh bien, il est aussitôt renouvelé par un nouvel emprunt qui permet de rembourser le précédent et ainsi de faire rouler la dette ou de la rendre perpétuelle. Et donc c'est là-dessus, voyant le gonflement du bilan de la Banque centrale européenne et l'obligation de toujours emprunter davantage sur les marchés financiers quand la crise du coronavirus est survenue, donc la question est venue sur la place publique, est-ce qu'il ne faudrait pas annuler la dette publique détenue par la Banque centrale? Donc il y a eu un certain nombre d'arguments échangés et qui ont été figés, si je peux dire, et je crois que le mot figé est approprié parce que si l'on en reste là, le débat ne servirait pas à grand-chose. Dans deux pétitions ou deux tribunes qui ont été publiées dans la presse, la première par des économistes pas favorables à l'annulation de la partie de la dette publique détenue par la Banque centrale européenne et la seconde opposée à cette annulation. Alors, bien sûr, les choses sont un peu enflammées. La première idée, le premier argument pour refuser une telle annulation, c'est une position qui allie à la fois un argument d'ordre moral et d'ordre juridique. Il faut respecter la signe d'un contrat de la même façon que cela se passe dans tous les actes de la vie économique. Mais là, on retombe sur l'idée qu'il ne peut pas être appliqué à l'échelle collective le même raisonnement qu'à l'échelle individuelle. Et d'autant plus que si la Banque centrale annulait une partie de cette dette, ça ne léserait aucun épargnant, ça ne léserait aucune institution financière, puisque
si la Banque centrale possède ces titres dans son tiroir caisse, ça veut dire que ceux qui lui ont apporté au refinancement, les banques, et par derrière eux, les épargnants, ont déjà récupéré leur liquidité. Donc, la question de l'annulation de la dette détenue par une banque centrale ne lèserait aucun épargnant en amont. Il y a un deuxième argument qui a été discuté, c'est celui de prendre en compte le fait que, en annulant une partie de la dette publique, le bilan de la Banque centrale serait déséquilibré. Et donc, elle devrait être recapitalisée par son propriétaire, l'État ou les États dans le domaine de l'Union européenne. Mais ce qui distingue une banque centrale d'une banque ordinaire, c'est que c'est elle qui émet la monnaie dans laquelle les titres qu'elle possède sont libellés. Et c'est ça qui est extrêmement important à comprendre parce que ça implique que une banque centrale n'a pas de contrainte de rentabilité ni de contrainte de capitaux propres. Et donc, c'est ce qui est à la différence d'une banque ordinaire, bien entendu. Donc, une fois cet argument exposé, il en reste au moins un ou deux autres dont il faut tenir compte. Les opposants à l'annulation de la dette publique font valoir un argument qui est tout à fait juste, à savoir que si la Banque centrale annule une partie des dettes détenues sur les États, elle ne pourra plus leur verser des dividendes en fin d'exercice. Donc, ce serait une sorte de jeu à somme nulle et on ne voit pas ce que les États y gagneraient. Mais c'est là où on va commencer à voir l'enjeu principal, à mon avis, de cette discussion, c'est que l'enjeu principal n'est pas de se mettre dans la peau d'un créancier ordinaire qui vise à rentabiliser le rendement de son placement. On est dans la situation où on cherche à se desserrer l'emprise qu'opèrent les marchés financiers sur les politiques publiques. Et donc, loin de vouloir qu'un État ait un comportement de rentier, je pense qu'il faut retrouver l'idée que les États doivent se soustraire le plus rapidement possible de la contrainte d'aller sur les marchés financiers. Et la dernière idée qui a été discutée est de savoir si l'annulation de la dette publique présente un intérêt au moment où les taux d'intérêt sont si bas que cela ne coûte presque rien, ou pour dire plus exactement, que ça ne coûte rien d'emprunter. Mais on voit bien que là, on entrerait dans ce que Benjamin Lemoyne d'ailleurs a appelé l'ordre de la dette qui n'aurait jamais de fin si au moment où les taux d'intérêt sont tellement bas que effectivement, cela ne coûte rien, cela ne dit rien de l'avenir. Savoir est-ce que les taux d'intérêt resteront toujours à ce niveau aussi bas. Et donc, la Banque centrale est coincée dans un dilemme. Est-ce qu'elle continue à pratiquer des taux d'intérêt extrêmement bas au risque de développer une inflation sur les titres financiers et donc, à terme, peut-être un crack financier? Et l'enjeu donc va maintenant être cerné comme étant celui d'un changement radical peut-être du cadre de politique monétaire que nous avons à organiser. D'où l'idée, et à mon avis c'est le point essentiel, je terminerai par là, de l'idée que l'intérêt du débat que nous avons eu a été de poser pour la première fois dans le débat public l'idée que si l'on veut contourner un jour ou l'autre les règles établies depuis Maastricht au niveau européen, il faut se reposer la question du financement direct des dépenses publiques et surtout des investissements publics en vue de la transition écologique, le financement direct par la Banque centrale au moins d'une partie des dépenses publiques et de ces investissements publics. Et donc, le fait de monétiser, comme on le dit dans le jargon économique, le fait de monétiser les dépenses publiques, qui sont chose qui est maintenant interdite par les traités
européen, le fait de monétiser ces dépenses publiques nous rappelle qu'il y a obligation sur le plan macroéconomique, et ça on le sait depuis Marx jusqu'à Keynes, en passant par Rosa Luxembourg et par Schumpeter et tous les grands noms de la théorie économique, il y a obligation d'anticiper monétairement, macroéconomiquement parlant, il y a obligation d'anticiper monétairement le surplus de richesse qui sera engagé par des investissements publics. Et donc l'anticipation monétaire est cruciale. Donc on ne peut pas se contenter de la théorie des fonds prêtables sur les marchés financiers qui consiste à capter l'épargne déjà existante. On sait depuis 15 que l'épargne résulte des investissements et non pas l'inverse. Et donc le refinancement… Pour conclure, Jean-Marie. Oui, je vais conclure. Laissez-moi quelques secondes encore et j'ai fini. Le refinancement bancaire par la Banque centrale doit dorénavant, du point de vue que nous soutenons à quelques-uns, être soumis à conditions de qualité écologique, conditions de qualité sociale, et qui permet là de faire jouer à la Banque centrale son rôle de prêteur en dernier ressort, pas simplement pour les banques, mais également pour tous les agents économiques et en y incluant toutes les collectivités publiques, l'État et voire les collectivités territoriales. Et donc, la fixation d'un nouveau cadre de politique monétaire permet de redonner une possibilité aux politiques publiques et notamment aux politiques budgétaires qui, bien sûr, ne peuvent trouver leur véritable impact que si en même temps une réforme fiscale est engagée. Mais je vois que je dépasserai mon temps de parole si j'en disais beaucoup plus. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole maintenant, si c'est possible de retirer le document là maintenant. Bien sûr, je fais ça de suite. Oui, bien sûr. Merci. Je vais passer la parole à Benjamin Lemoine qui n'a pas défendu le même point de vue. Mais j'ai une question. Je lisais Arnaud Le Parmentier, éditorialiste néolibéral dans Le Monde, et qui commence à craindre que le plan de relance américain relance l'inflation. Oui. Alors, c'est une phobie, c'est pas une phobie. Donc, voilà, Benjamin Lemoine, je vous passe la parole. Merci. J'avais préparé, je vais peut-être pas répondre directement, j'avais aussi préparé un propos introductif. On y reviendra dans une voilà, on y reviendra dans le débat. Alors, les controverses récentes sur le financement des États et la question de la dette ont beaucoup tourné autour de la question des outils à mettre en place pour répondre à des enjeux budgétaires et financiers hors du commun. De fait, la puissance publique dans chacun des États, et pas seulement en Europe, a pris le relais du secteur privé qui a été mis à l'arrêt. Et dans un contexte où le financement de ces déficits publics se fait de façon exclusive par emprunt auprès des acteurs financiers privés, banques, et dans un second temps seulement sur le marché secondaire ou dit de l'occasion par rachat de la Banque centrale européenne, tout cela s'est traduit par une augmentation spectaculaire de la dette. Il faut remonter aux guerres mondiales et à leurs conséquences pour retrouver de tels horizons comptables. J'aimerais mettre l'accent, le plus rapidement possible, sur le débat relatif à la justification de ces outils de financement déployés pendant la crise. Sont-ils et doivent-ils être, voire doivent-ils rester extraordinaires et donc se limiter au traitement de la crise? En somme, au terme de cette crise, il faudrait, après avoir accepté l'exceptionnel, le débordement à la marge ou complet de l'orthodoxie, revenir à la normale, celle du marché, qui discipline et sert de garde-fou de la démocratie, des États sociaux et des peuples dépensiers. Cela supposerait d'ailleurs que la crise du Covid soit elle-même circonscrite, puisse avoir une fin et un début net et être exceptionnelle, non reproductible. On sait à quel point cette thèse ne tient pas et que cette pandémie a des causes structurelles liées au système capitaliste. La pandémie n'est pas un choc exogène. La marchandisation de la nature, la pression sur les écosystèmes, la faillite organisée des systèmes de santé publique sur près de 25 ans en les soumettant à l'austérité, la privatisation rampante de ces services publics et enfin l'irrationalité de la globalisation pour fournir des biens essentiels comme les masques, tests, médicaments constituent autant de causalités endogènes et structurelles convaincantes pour expliquer la faillite de la gestion de cette pandémie. De la même façon, la crise des subprimes de 2008 avait des causes structurelles. Toujours est-il que ces deux crises, la crise financière et la crise pandémique, ont donné lieu à la levée de nombreux tabous en zone euro. Et la question de leur aspect provisoire ou structurel, d'une pause, d'un moratoire dans le masochisme de la punition budgétaire ou d'un revirement définitif et irréversible reste entièrement posée. Seules les luttes sociales et dans l'espace politique seront de nature à trancher cette question. Il suffit de voir d'ailleurs comment le logiciel du gouvernement, vous évoquez Arnaud Le Parmentier, mais on pourrait penser à Emmanuel Macron et à la réaffirmation récente
de la théorie du ruissellement, de la politique de l'offre, de l'impôt sur la fortune comme un tabou indépassable, enfin sa suppression et sa réactivation comme un tabou indépassable. Cette thèse ne ressort pas affaiblie par la crise, malgré les dissonances du côté des États-Unis, mais au contraire renforcée. Les débats sur la justification des outils de financement ont déjà eu lieu lors d'un autre épisode extraordinaire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand il avait été considéré que pour reconstruire les économies, il convenait de démarchandiser le système économique et financier, de diriger politiquement le crédit, de politiser la monnaie et de lui assigner des finalités sociales, de faire de l'État un banquier supérieur aux autres entités de l'économie et des banques centrales, des institutions subordonnées à ses objectifs prioritaires, sociaux et politiques. Cette hiérarchisation n'était pas le fruit de l'événement en lui-même. La guerre, les crises ou les pandémies ne portent pas en elles-mêmes de solutions de politique publique. Cela serait conforme à une vision de l'histoire évolutionniste, où on aurait en somme une architecture, ici européenne, pour revenir au débat, qui s'améliorerait au fil des crises, et il suffirait donc de laisser les crises s'accumuler au détriment de toutes les populations qui les subissent de plein fait à chaque fois pour rendre perfectible cette architecture. Non, ce qui fait qu'on subordonne la finance après la Seconde Guerre mondiale, c'est un rapport de force politique, la disqualification des forces du capital dans la collaboration, un équilibre Est-Ouest géopolitique, l'existence d'un projet politique communiste et sa traduction dans le jeu politique. Et nous sommes sortis de ces systèmes de financement démarchandisés au nom d'une autre hiérarchie des valeurs, la lutte contre l'inflation, la protection, voire la sanctuarisation de l'épargne, quel qu'en soit le prix à payer pour le social et pour les travailleurs, et la considération que la puissance publique était illégitime à agir directement dans le secteur financier et bancaire. Et pour démanteler ce système était avancé aussi un argument de coût. En effet, le marché, la mise en compétition des États dans la recherche du crédit, la conquête de la liquidité apporterait un financement à bas coût. Au contraire, les preuves des faits montrent que ce circuit de financement de l'État et de l'économie lors des 30 Glorieuses, dit circuit du Trésor, montre qu'on consacrait en moyenne 0,9 points de PIB au paiement des intérêts de la dette, alors que l'État investissait près de 4,5 points de croissance, soit presque 1 point de PIB de plus qu'avant la crise du Covid. Ce qui constate fortement avec les époques ultérieures qu'on voyait dans les graphiques de Jean-Marie Haribey et particulièrement celle du franc fort des années 90. Surtout, ces critiques qui mettent en avant un coût financier masquent le coût politique invisible d'un financement systématique auprès des marchés. Les gouvernements, qui cherchent le plus souvent à garder la confiance des marchés plutôt que celle des électeurs, biaisent leur politique en ayant un accent et en favorisant les intérêts du capital et en reportant sine die la satisfaction des demandes populaires. J'aime à rappeler, par exemple, qu'au beau milieu des années 80, c'est bien un État socialiste qui allait faire la promotion de ses titres de dette en vendant aux investisseurs un haut taux de chômage comme gage d'attractivité de l'investissement et de la finance internationale et de compétitivité. En gros, une armée de réserve de travailleurs garante d'un coût du travail faible. Aujourd'hui, la formulation des réponses au financement des États est entièrement prise, on pourrait dire incrustée, dans ce jeu d'interprétation sur les outils. Commençons par les solutions qui émanent du pouvoir européen lui-même, dont la consistance de l'aspect rupture, avec tout ce qui avait cours dans les années 90, est notable. À la fin des années 90, c'est notable. Les banques centrales de l'eurosystème ont acquis près de 60% des nouvelles émissions de dette souveraine, devenant ainsi un acteur prédominant. À partir de mars 2020, la BCE est intervenue massivement sur le marché des dettes. Elle a aussi levé des contraintes qu'elle s'était jusque-là imposées dans ses rachats. Cette nouvelle flexibilité concerne la règle d'achat par pays selon la clé en capital, la limite de détention de 33% du stock de dette d'un État et les critères de notation des dettes. Cette flexibilité permet enfin d'inclure la dette de la Grèce dans ses rachats. Ces rachats visent officiellement à stimuler l'activité économique dans le but d'alimenter l'inflation. Ça répond en partie à votre question, pour qu'elle remonte à 2%. Mais en plus de cette fonction de soutien macroéconomique, ils ont aussi une mission, mais qui reste trop implicite. Et je pense que ça rejoint Jean-Marie Haribey, pas assez assumée par la BCE, et c'est un enjeu déterminant de la stabilisation financière, c'est de limiter les écarts de taux, ce qu'on appelle les spreads, les écarts de conditions de financement entre États qui empruntent au sein de l'union monétaire. Le chantier de dispute à venir ou déjà en cours porte donc sur la justification de ces actions provisoires au nom du ou des chocs, dont j'ai montré que la nature du choc exogène, conjoncturel pouvait être largement remise en question, ou assumer le lien de ces outils avec la nécessaire démarchandisation progressive et structurelle pour financer la part nécessaire de l'État social. À cela, ça reste donc encore un X à définir au gré des luttes. Et rien n'est acquis, car la BCE garde un pouvoir discrétionnaire immense avec de tels leviers.
s'ils ne sont pas institutionnalisés, garantis, mais au contraire reposent sur son bon vouloir. Il faut se souvenir que les institutions européennes peuvent profiter de tels leviers pour imposer des leçons aux différents programmes politiques selon qu'ils leur conviennent ou non. Ainsi, tout le poids des règles européennes a été imposé au gouvernement grec de Syriza, tandis que les gouvernements conservateurs espagnols et portugais ont bénéficié d'une tolérance importante et ont vu leur amende exigible annulée par le Conseil européen malgré des dérapages flagrants. De même, les pays qui voulaient échapper à l'austérité aveugle et inutile se sont vus écartés des mécanismes traditionnels de financement de la BCE. Le poids des règles européennes, on le voit, diffère en fonction du projet politique qui est défendu. Si la BCE n'a pas utilisé ses instruments de politique monétaire à des fins de coercition des États depuis la crise grecque de 2015, elle a conservé intacts ses pouvoirs discrétionnaires et pourrait tout à fait les réactiver. Si aujourd'hui le cadre ultra-orthodoxe est mis de côté, ceci semble donc avant tout une pause plutôt qu'un changement radical de logiciel. Demain, un gouvernement qui vise à mettre en avant la redistribution des richesses et la bifurcation écologique risque de se trouver seul face aux attaques spéculatives des marchés. Bien que l'action de la BCE contribue donc à démarchandiser la dette partiellement, en la sortant du marché, en la mettant à l'abri sous réserve de continuité de ses politiques, en la mettant à l'abri de la spéculation, les outils restent sur le marché secondaire et maintiennent la fiction des acteurs des marchés de capitaux et des banques privées comme un régulateur d'ensemble et un intermédiaire indépassable du système qui serait plus rationnel par principe dans ses fondements que l'initiative publique et politique directe. Il suffit de penser aux hésitations de Christine Lagarde sur la fermeture des spreads. L'idée étant, malgré ces changements profonds que j'ai évoqués, de conserver des leviers de justification éventuels d'un deux poids de mesure selon que le programme politique en face plaise ou ne plaise pas à ces institutions. Il y a donc un enjeu fort à passer de la mise en sommeil de la contrainte financière à sa confirmation structurelle et institutionnelle. Une première étape consiste donc à sécuriser juridiquement ces politiques monétaires, à les pérenniser, ces politiques non conventionnelles. Le recours au rachat de dettes souveraines sur les marchés secondaires, tout comme les taux négatifs, doit désormais faire partie de la boîte à outils normalisée de la Banque centrale et être sécurisé juridiquement. Il faut donc rendre irréversible cette boîte à outils et l'approfondir. Il faut donc inscrire durablement dans le mandat de la BCE un objectif de limiter ces écarts de taux, ces spreads. Et pour cela, il faut aussi resubordonner la BCE, la Banque centrale européenne, la rejunioriser, comme on l'a connu à l'après-guerre, et lui assigner un programme politique conséquent et cohérent, un plan de relance keynésien, social et écologique assumé, une planification des outils de contrôle politique et une sortie définitive des critères budgétaires mortifères, comme une focalisation sur l'indicateur, le ratio de dette sur PIB, dont les valeurs et l'évolution ne doivent absolument pas conditionner la possibilité d'investissements sociaux, écologiques ou publics. Il faut aussi se méfier d'ailleurs de la notion d'investissement telle qu'elle est engluée dans le système actuel. Elle reste une notion attrape-tout et peut fixer des justifications particulières et implicites politiques à la dépense. De fait, elle renvoie à des préjugés de longue date. Côté finances privées, investissement peut renvoyer à ne pas distinguer et à maintenir le brouillage entre ce qui est de l'ordre de la spéculation et ce qui est de l'ordre de l'investissement utile et productif. Du côté de l'administration et de la technocratie financière, elle renvoie à la différence largement normative et arbitraire entre une dépense de fonctionnement et une dépense d'investissement. Par exemple, la dépense de fonctionnement, qui est considérée comme devant être réduite, la dette de fonctionnement, renvoie à une forme de disqualification du paiement des fonctionnaires, qu'ils soient chercheuses, chercheurs, soignantes et soignants, éducatrices et éducateurs. Il faut donc aussi cesser de dissocier entre une dette conjoncturelle et structurelle, entre une bonne et une mauvaise dette, une dette de crise et une dette normale, et plaider pour un renversement de cette normale et de ces modes de financement. Et donc, il faut réencastrer dans le politique la fonction financière de manière générale, subordonner la BCE, plutôt que de la placer en interlocuteur d'égal à égal du politique, avec qui on passerait un pacte, et la réencastrer dans le politique. De même que pour la finance, il faut entraver le système financier, flécher l'allocation du crédit, recréer un pôle public bancaire de poids qui participe à la collecte de l'épargne et fasse concurrence au privé. Et ce pôle public qui déposerait aussi ses liquidités dans ce qui est à construire comme un trésor européen qui deviendrait lui-même banquier à son tour et mettre enfin en démocratie les décisions relatives à la monnaie et au crédit via des instances où sont mobilisées les différentes forces sociales et économiques des nations européennes. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Manon Aubry, bien sûr pour qu'elle donne son point de vue sur la dette si elle le souhaite,
Mais bien au-delà, et ce qu'il me semble, c'est que des millions de citoyens s'aperçoivent qu'un certain nombre de choses qu'on leur avait toujours dit, finalement, sont fausses. On leur avait dit, là, il n'y a pas d'argent magique. Or, on voit que quand même, pour éviter l'effondrement du système, c'est des milliards et des milliards qui sont déversés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. L'argent public, donc, existe. On s'aperçoit aussi qu'on nous a bassinés avec le pacte de stabilité qu'il fallait absolument respecter, et puis on voit qu'on ne le respecte pas, et pour autant, la vie continue. Donc, il y a un certain nombre de choses qui progressent, y compris les explications que la gauche donne toutes ces dernières années, peuvent être mieux entendues. Et donc, est-ce que ce n'est pas le bon moment, maintenant, à ton avis, de recommencer le débat sur une réorientation des politiques européennes? Bonjour à tous, d'abord merci pour l'invitation. Oui, clairement c'est un bon moment et en même temps ça a déjà été dit dans une période où on aurait peut-être plus que jamais eu l'occasion de battre en brèche un certain nombre de fondamentaux économiques qui sont appliqués de A à Z avec une certaine forme de zèle, y compris au niveau européen. En même temps, voilà, il y a un retour en quelque sorte à ces règles-là. On l'a vu. D'un côté, on suspend le pacte de stabilité et de croissance au niveau européen, donc c'est celui qui impose notamment la règle de 3%, et en même temps, les plans de relance européens sont soumis à l'application des recommandations comprises dans le cadre du semestre européen, qui est le processus de contrôle budgétaire européen, dans lequel on trouve, pour la France par exemple, la réforme de l'assurance chômage, je rappelle, 2,3 milliards d'économies sur le dos des chômeurs, la réforme des retraites pour faire des économies, etc. Donc, on voit cette forme de paradoxe où on suspend un cadre économique qui nous paraît pas pertinent en temps de crise pour mieux imposer en quelque sorte et donner une dimension contraignante au semestre européen qui, on peut en discuter, en fait, a moins de dimensions contraignantes qu'on ne le pense, c'est-à-dire que la plupart des États les respectent pas et qu'en réalité, il y a assez peu de procédures d'infraction et c'est plus utilisé comme une excuse par des États assez peu courageux qui se dédouanent sur l'Union européenne faute de vouloir mener une politique économique qui tourne le dos à ces décennies-là de libéralisme. Et c'est dans ce contexte-là où c'est aussi pour ça que je parle d'excuses, parce que sur la question de la dette, pour moi, c'est un chantage à la dette. On entend le petit discours de la République en marche, des institutions européennes, de la commission Arthuis qui a été mise en place par le gouvernement pour dire statuer sur l'avenir de la dette, etc. On voit ce petit discours de fond de une dette, ça se rembourse. Hein, je reprends le parallèle qui a été discuté. Nous, quand on emprunte en tant qu'individu, on nous demande de rembourser. Donc, il faut qu'un État rembourse et on nous le pose, en fait, dans le débat comme une forme d'impondérable. En fait, c'est normal, comme une forme de bon sens. Et c'est là aussi toute la difficulté parce qu'en fait, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Évidemment qu'un État n'est pas comparable à un ménage. Un État a un patrimoine colossal. Alors quand bien même ce patrimoine public a été un peu vilipendé ces dernières décennies, il y a quand même un patrimoine colossal. Et puis surtout, l'État français va jamais mourir. Et c'est aussi pour ça qu'on emprunte à des taux si bas. Et donc ça n'a aucun sens de comparer ça à un ménage. Bon, bref. Et de toute façon, cette dette, et je pense que c'est le point d'accord des économistes à gauche, cette dette, quoi qu'il arrive, on ne la remboursera pas. Parce que pour que les gens aient en tête, 2700 milliards, c'est quand bien même on n'emprunterait plus, ce qui veut dire pas de nouveaux investissements, etc., ce qui fait quand même une certaine condition, et qu'on était excédentaire de 10 milliards d'euros par an, ce qui est énorme, il nous faudrait 270 ans pour rembourser la dette. Bref, ça n'a aucun sens. Et dès qu'on met ça clairement sur une table, oui, personne ne reconnaît que cette dette, on pourra la rembourser. Maintenant, et c'est peut-être notre rôle en tant que politique, et moi qui travaille sur les sujets économiques et qui fait de la politique, c'est de politiser le sujet, et deux, dans ce débat qu'il y a eu sur la dette, moi j'avais publié une tribune qui était alors que j'avais écrite à la base avant que la première tribune sorte sur l'annulation de la dette, mais pour que les gens s'y retrouvent, il y a une première tribune d'annulationniste, entre guillemets, et une deuxième tribune de réponse qui disait on se fourvoie. Moi, en fait, je suis d'accord avec les deux. Et ce que j'essaie de prouver, c'est qu'on a besoin de marcher sur nos deux jambes.
et qu'on a besoin de la politique fiscale et de la politique monétaire, pardon, et qu'on a besoin d'une politique fiscale qui va ensemble, et que en fait la dette, on pourrait avoir des débats très techniques sur les modalités. Et par ailleurs, on les a au niveau européen. Moi, je suis prête à les avoir sur est-ce qu'il faut de la dette perpétuelle, est-ce qu'il faut quelle forme de dette perpétuelle il faut. Bref, annulation, effacement, étalement, création monétaire. On peut avoir ce débat. Il est pertinent techniquement, mais je pense que le résultat est le même. C'est sortir de ce chantage à la dette que je décrivais. Et donc, je pense qu'ici, tous les 4, 5, et Benjamin comme Jean-Marie seront d'accord sur le fait de sortir de ce chantage à la dette qui nous est imposé par les libéraux. Et à partir du moment où on s'accorde là-dessus, ensuite, il y a plusieurs modalités. Et le débat est légitime entre économistes, mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à pas s'affaiblir politiquement dans un contexte où ce qu'on raconte en fait sur les politiques économiques est en train de prendre davantage de place au vu de l'échec des politiques économiques libérales. Et il est clair que le débat de la dette sera central pour les élections présidentielles. Nous, on l'a porté pendant des mois dans le désert, et maintenant le sujet est sorti. Et je pense que pour moi, le sujet et pas tant en fait annulation de la dette ou pas, mais quelle politique monétaire on veut. Et que la question de l'annulation de la dette ouvre une brèche pour ouvrir un questionnement plus général qui crée le doute dans le discours libéral, qui crée le doute aussi sur et qui remet en cause la sacro-sainte indépendance de la Banque centrale européenne, qui remet en cause les politiques austéritaires qui sont menées soi-disant pour rembourser la dette. Mais pour ça suppose, et c'est ce que je défends moi, une forme de, j'ai pas mieux comme description de coordination et de marcher sur nos deux jambes entre la politique monétaire et la politique fiscale, et que les deux sont pleinement complémentaires. D'un côté, évidemment, on a la politique monétaire, et donc on pourrait parler des modalités, mais ce qu'on remet derrière en question, c'est l'indépendance de la Banque centrale européenne, et aussi derrière la tutelle des marchés financiers, le fait qu'on puisse emprunter que via des banques, et donc derrière qu'on soumette les États, je sais c'est ce que défend Benjamin, qu'on soumette les États à une dépendance des marchés financiers, et donc d'où l'idée qu'il défend et que je reprends à mon compte et qui je trouve est très pertinente, de circuits de financement public, de bons du trésor du XXIe siècle, pour remettre la question du financement public au cœur du débat. Et puis il y a une question de reprise en main du politique du politique avec un grand P sur la politique monétaire, parce que il est impensable en fait qu'on ait une des seules zones démocratiques au monde où nous, parlementaires, c'est-à-dire représentants du peuple, on n'a pas notre voix au chapitre. C'est ça qu'il faut que les gens se rendent compte. C'est que dans tous les États au monde, au Japon, aux États-Unis, on en parlait, la politique monétaire est un des outils de la politique. C'est-à-dire que démocratiquement, on décide ce qu'on veut en faire. Eh bien, dans le cadre européen, il y a une bande de gens complètement déconnectés de la réalité qui font la pluie le beau temps et qui décident par eux-mêmes ce qu'on doit faire de la politique monétaire. Donc pour moi, c'est une brèche pour repenser fondamentalement la politique monétaire au niveau européen, son indépendance et le rôle notamment de circuits de financement public. Mais puisque derrière cette reprise en main des leviers économiques dans le débat démocratique, l'objectif c'est aussi de déstabiliser les prêcheurs d'austérité, de se donner les capacités d'investir et d'utiliser la politique monétaire pour ça. Donc en gros, que si on remet en cause l'indépendance de la Banque centrale européenne, c'est aussi pour que la Banque centrale européenne puisse prêter directement aux États. Je le répète, c'est important d'avoir en tête que la plupart des gens qui ne sont pas spécialistes des politiques monétaires se rendent pas compte qu'en fait, les États n'empruntent pas directement à la Banque centrale européenne, indirectement, alors en ce moment un peu plus directement, parce que la Banque centrale européenne a injecté de l'argent, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la Banque centrale européenne ne prête pas directement aux États. Et donc, il faut que la Banque centrale européenne puisse prêter directement aux États et que cet argent serve à faire des investissements dans la bifurcation écologique et sociale, et des investissements dans les infrastructures, etc. Et que ça, oui, cet argent, on ne le remboursera pas. Maintenant, est-ce que techniquement, on l'annule, on fait des étalements, de la dette perpétuelle, etc. J'ai envie de dire, à la rigueur, c'est un débat technique. Ce qui est important, c'est politiquement ce qu'on veut faire. Mais ça ne marche pas si on ne le combine pas à un pilier fort de la politique fiscale, avec une politique budgétaire qui est au service du plus grand nombre, et qui permet d'avoir
un budget annuel pour investir dans nos, investir du coup, je me prête à confusion, mais pour notre budget de fonctionnement, pour nos hôpitaux, nos écoles, etc., pour financer le RSA pour les jeunes, etc. Et ça suppose une politique budgétaire progressiste et luttant contre les inégalités. Et c'est aussi pour ça que nous, on défend une remise à plat complète de notre système fiscal au niveau français comme au niveau européen, mais en particulier au niveau français, tant sur la taxation du patrimoine que sur la taxation des revenus, que sur la taxation des entreprises, en gros, pour prendre les principaux types de taxation. Et je crois que le débat récent nous offre une occasion inouïe de le replacer sur le devant de la table avec l'enrichissement des milliardaires, plus 55% de la fortune des milliardaires en un an, des milliardaires français. Les entreprises du CAC 40 s'apprêtent à distribuer 51 milliards d'euros de dividendes. Voilà des surplus de richesses qui ont été créés à l'occasion de la crise et dont qu'on pourrait taxer pour financer une politique budgétaire qui réduit les inégalités et qui permet de financer aussi des urgences. Prenez le RSA pour les jeunes comme un exemple. Je vais sortir une tribune là dans quelques jours qui justement l'objectif est de montrer comment une politique budgétaire comme ça peut être utile au service de l'État social et donc, par exemple, en prenant l'exemple du financement du RSA. Donc, pour conclure, moi, ce que je voulais dire dans ce débat, c'est que j'ai le sentiment, avec ma casquette qui travaille sur l'économie, mais aussi avec ma casquette politique, qu'on a voulu opposer deux camps, là où en réalité, on est tous d'accord pour, 1, sortir des politiques d'austérité, 2, reprendre le contrôle sur la politique monétaire, 3, revoir fondamentalement nos politiques fiscales. Et qu'on a besoin de faire les deux en même temps et que c'est pas l'un contre l'autre. Et je sais que ça a été un des objets du débat de est-ce que si on demande l'annulation de la dette, on n'a pas un risque de, du coup, perdre le combat sur la fiscalité ou inversement. Et au contraire, je pense que les deux se renforcent. Et c'est ce que j'essaie de défendre dans ce débat entre économistes qui, parfois, a pris des tournures houleuses, mais en même temps, qui était, je pense, hyper intéressant intellectuellement. Merci Manon. Je crois que nous partageons ton point de vue, qu'il ne faut pas opposer à un moment donné des points de vue qui sont différents, mais qui convergent vers l'essentiel, c'est-à-dire une réorientation des politiques européennes. Alors, Christakis, je te pose la même question que Manon. Alors, pour la gauche, est-ce que c'est un moment favorable pour imposer, en s'appuyant évidemment sur les luttes sociales, sur une réorientation des politiques européennes? Oui, la réponse courte est oui, j'expliquerai pourquoi. Je rebondirai aussi sur la conclusion que tu as tirée de la contribution de Manon Ambry, que je partage. C'est-à-dire que moi, j'ai signé la tribune des anti-annulationnistes, j'ai écrit un article dans Démocratie et Socialisme, repris sur Mediapart, sur mon blog, pour expliquer pourquoi je n'étais pas convaincu par cette proposition. Mais fondamentalement, je suis d'accord avec le point de vue avancé par Manon, à savoir que on est tous d'accord sur les objectifs politiques et on a un débat sur... moi, ce n'est pas tant le débat sur les aspects techniques de la chose qui m'a amené à signer la tribune initiée par Benjamin et d'autres, c'est surtout le côté tactique politique. C'est-à-dire que j'estimais que mettre le paquet sur la revendication d'annulation des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne, étant donné la politique monétaire que poursuit la Banque Centrale Européenne depuis 1 an, et plus largement depuis 10 ans, la réorientation dans la pratique du rôle de la Banque Centrale Européenne dans le système de l'euro depuis 2010, étant donné ça, le bénéfice politique est minime, il me semble. Alors, pour moi, la conjoncture aujourd'hui est très favorable et il faut mettre le paquet. Et pour moi, c'est ça qui doit être la principale revendication, le principal objectif politique de la gauche, à la fois au niveau européen, donc quand on parle du Parlement européen et des autres gouvernements de gauche qui sont représentés dans le Conseil européen et le Conseil des ministres, et aussi pour la gauche en 2022 en France, c'est la question de la fiscalité européenne. Et pour moi, ça passe par le fait de revendiquer une modification des articles du traité qui concernent le budget de l'Union européenne. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, d'abord, et je vais expliquer aussi pourquoi cette revendication-là, c'est-à-dire le fait de donner des pouvoirs fiscaux, de donner au Parlement européen le pouvoir de lever l'impôt,
Cette revendication-là, à elle seule, cristallise tous les objectifs politiques qu'a poursuivi la gauche en Europe depuis 10 ans. Donc, je vais les énumérer un petit peu. Le premier, c'est la question du refinancement des États, la problématique de la dette, du financement des États. On en a longuement parlé, je ne vais pas revenir dessus. À part pour dire que, en effet, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Benjamin sur le fait que, dans la pratique, la BCE fait le boulot aujourd'hui. Elle fait le boulot. On peut codifier ou pas dans les traités le fait que c'est OK qu'elle achète sur le marché secondaire. Alors ça a été codifié par un arrêt de la Cour de justice européenne, sachant que ce n'était pas tranché. D'accord ? Et donc aujourd'hui, le droit de l'Union européenne dit que la Banque centrale européenne peut acheter des titres de dette. Ça, ce n'était pas acquis. Ce n'était pas acquis dans le système de Maastricht. Aujourd'hui, ça l'est, et ça, c'est une grande avancée. Donc voilà, la question de la dette, le financement des États, etc. Et encore une fois, en effet, le chantage à la dette dont a parlé Manon, c'est vraiment le cœur du sujet sur le plan politique. Et à ça, il faut opposer le graphique montré par Jean-Marie Haribé dans sa présentation, qui montre les courbes qui se croisent comme ça. Et à la limite, argumenter que pourquoi vous nous bassinez avec le niveau de la dette, plus elle augmente, moins elle nous coûte cher. Donc, alors, il y a des raisons derrière ça, et c'est pas aussi simple que ça, mais ce graphique-là, à lui seul, suffit pour battre en brèche les arguments des austéritaires en France et en Europe, en France en particulier. Donc, il y a la question de la dette, refinancement des États, ça je mets de côté. Il y a 4 autres sujets, à mon avis, qui ont été très importants depuis 10 ans et qui se cristallisent dans la question de la politique fiscale. Le premier, c'est de manière générale le redressement de l'investissement public partout en Europe. En France, en particulier en Allemagne, et ça c'est très important, parce que l'Allemagne est le cœur de l'économie européenne, et si l'Allemagne fait une bonne politique, bah, elle tire toute l'économie européenne avec elle, et les choses vont pour le mieux. Donc voilà, le redressement de l'investissement public et l'orientation de l'investissement public au service des grands objectifs sociaux, écologiques du moment, qui sont la transition énergétique, le fait de comprimer les écarts en termes d'inégalité de patrimoine, de revenus, etc. Ensuite, et en lien avec ça, l'autre grand sujet, c'est le financement de la transition écologique. Comment est-ce qu'on finance la transition écologique? Et encore une fois, je pense qu'il y a un enjeu à faire ça au niveau européen, et je vais expliquer après pourquoi. Et après, il y a 2 autres sujets qui sont connexes. Le premier, c'est le fait d'avoir, sans vouloir être un peu technique, c'est le fait d'avoir une politique fiscale stabilisatrice au sein de la zone euro et de l'Union européenne plus généralement. Ça, c'est le débat qui a été mis en évidence avec la crise de la crise de la zone euro de 2010-2012, qui est un sujet que les économistes connaissent bien depuis 40-50 ans. Si vous faites une union monétaire, et si vous avez une économie très intégrée, vous allez avoir des déséquilibres. Toutes les économies ne vont pas se comporter de manière pareille, et vous avez besoin, par la fiscalité, de stabiliser le tout, en particulier en redistribuant des ressources vers les zones de l'économie européenne qui sont qui sont le plus en retard, ou le plus en difficulté si on parle de manière conjoncturelle. Et ça c'est le débat sur le budget de la zone euro qui a été cristallisé par la proposition de création d'une assurance chômage européenne pour redistribuer des ressources entre les zones de l'économie européenne qui sont en phase haute du cycle et les parties de l'économie européenne qui sont en récession, qui ont des niveaux de chômage plus élevés que la moyenne, etc. Donc ça, c'est l'autre grand sujet qui a été au cœur des débats suite à la crise de la zone euro. Et le dernier point, le 5e point qui a été un grand sujet, c'est la lutte contre l'optimisation et la concurrence fiscale. D'accord ? Parce que l'une des principales raisons pour laquelle en Europe, le sens de la fiscalité depuis 30 ans a basculé dans un sens moins progressiste, moins redistributeur, c'est en effet l'organisation de la concurrence fiscale dans un marché unique dans lequel les capitaux circulent librement, mais vous n'avez pas de capacité fiscale centrale et vous n'avez pas d'harmonisation fiscale de la fiscalité directe. Et ça fait que les riches qui sont très mobiles, le capital qui est très mobile, par opposition au travail qui est beaucoup moins mobile, jouent les juridictions les unes contre les autres et génèrent une course vers le bas de fiscalité. Et donc, c'est ces 5 sujets, à mon avis, qui sont au cœur de la situation. Et aujourd'hui, on a un tournant avec le plan de relance
qui ouvre des possibilités, qui en lui-même est loin d'être optimal, mais ouvre des possibilités politiques. C'est sur ces 5 sujets, à mon avis, qu'il faut se concentrer. Alors, bon, la politique de la BCE, et en particulier le revirement de la politique de la BCE entre 2010 et 2012, initié entre 2012 et 2012, et après qui a décollé à partir de 2015 avec le quantitative easing, et qui a été encore plus consacré en 2020, avec une politique de même nature de rachat de titres sur le marché secondaire, mais qui va beaucoup plus loin que ce qui avait été fait jusque-là. À mon avis, ça met à mal le système qui a été créé en Maastricht. D'accord ? Le système qui a été créé en Maastricht n'existe plus. Et c'est mon boulot de chercheur en sciences politiques d'interviewer des fonctionnaires de la Commission, du Trésor allemand, du Trésor français. Les Allemands en particulier sont assez clairs là-dessus. Ils ont perdu là-dessus. C'est-à-dire qu'ils voulaient un système dans lequel les dettes publiques, le marché des dettes publiques allait être gouverné par ce qu'on appelle la discipline de marché. Et ça a disparu à partir du moment où la Banque Centrale Européenne a dit « Moi, je vais m'occuper du prix des dettes ». Et en particulier, elle ne le dit pas officiellement, Benjamin a raison, mais dans la pratique, c'est ce qu'elle fait. Donc ça, moi, je le mets de côté. Et à partir de là, on a le plan de relance négocié en 2020 et qui va être mis qui va démarrer en septembre avec le premier déboursement. Et par ailleurs, à côté du plan de relance, on a aussi le plan SURE, qui est un fonds de réaction au chômage qui a été mis en place à part, en dehors du plan de relance négocié en juillet 2020, et qui est aussi un pas significatif. On n'en parle pas assez, mais pour le coup, c'est assez significatif parce que ça ouvre la perspective d'aller vers une assurance chômage européenne pérenne dans l'Union européenne. Alors, le plan de relance est en dessous de ce qu'il devrait être. Les résolutions du Parlement européen qui avaient été très majoritaires et qui avaient réuni toutes les voix de gauche des 3 groupes de la gauche au Parlement européen évoquaient une somme totale pour le plan de relance au moins le double de ce qu'il sera dans la pratique. Certains parlaient même de 2000 milliards d'euros, ce qui représente, on est à 750 milliards, donc on est entre un tiers et la moitié. Donc il est en dessous de ça, et en plus, Manon Bry a raison, on ne sait pas exactement comment il va être gouverné, parce qu'il doit répondre à certaines conditionnalités, et on ne sait pas, c'est pas écrit noir sur blanc, il faut que toutes les recommandations formulées par la Commission européenne dans le cadre du semestre européen soient appliquées. C'est écrit nulle part. Donc, il y a une part d'arbitraire là-dedans. On va voir concrètement quelle va être la politique de la Commission européenne du Conseil. Pour ma part, je pense qu'on n'a pas grand-chose à craindre de ce côté-là, mais je mets ça de côté. Le problème, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que ce plan de relance, il est en dessous, il est de moitié ou un tiers de ce qu'il devait être ? Par ailleurs, je reviens sur le fait que le plan de relance oblige les États membres à dépenser 40% à peu près des fonds qu'ils vont recevoir pour la transition énergétique. Et ça, c'est un fléchage qui est très bien. Alors, il y a des débats sur comment est-ce qu'on va s'assurer vraiment que ce fléchage va être respecté, avec des critères qui doivent être définis a priori. Et il y a tout un débat là-dessus, mais je ne rentre pas là-dedans. Le plan de relance est insuffisant parce que la manière dont il est gouverné, dont la décision a été gouvernée, elle ne répond pas aux besoins concrets de la situation. Et cette modalité de gouvernement de ce plan de relance, c'est l'unanimité au sein du Conseil européen, sans l'apport réel du Parlement européen. Le Parlement européen doit donner son avis, doit donner son approbation, doit voter positivement le côté dépenses de ce plan de relance, mais pas le côté recettes. Et on a une modalité de décision que moi je qualifie de confédérale, dans laquelle les États membres se mettent d'accord à l'unanimité, ce qui conduit, pareil, au fait de choisir le plus petit dénominateur commun politique pour se mettre d'accord. Alors, ça n'a pas empêché les États frugaux du Nord, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, d'empêcher le plan d'avoir lieu, parce que l'Allemagne a changé d'avis. Mais ça leur a donné un énorme pouvoir de négociation au rabais de la somme du fonds et aussi de la composition de la manière dont ces ressources-là vont être distribuées aux États membres.
La proposition initiale, c'était qu'il s'agisse que de transferts budgétaires. Et là, on a une situation où c'est 60% de transferts budgétaires, 40% de prêts, certes très préférentiels, mais qui devront encore être remboursés par les États. Et c'est ça qu'il faut changer, à mon avis. Et pourquoi en changeant ça, on ouvre des perspectives beaucoup plus intéressantes pour la gauche au niveau européen. Alors, comment changer ça? Il y a ce qu'on appelle la révision. Les traités prévoient une procédure de révision simplifiée des traités. On a déjà fait ça en 2011. Oui, le mécanisme européen de stabilité, on peut le faire aujourd'hui. Cette procédure permet, alors toujours à l'unanimité, mais permet au Conseil européen de décider qu'une partie du traité doit être réécrite, et en particulier lui permet de faire basculer les modes de décision à ce qui dans le jargon s'appelle la procédure législative ordinaire, mais qui en gros est le processus de prise de décision classique, typique, qui caractérise le fonctionnement de l'Union européenne et dans lequel les États membres décident à la majorité au Conseil des ministres, et le Parlement européen est dans la boucle, doit codécider. On peut le faire sans passer par un long processus de convention, etc. Pourquoi, si on fait ça, ça change la donne? Parce que l'obstacle que constitue l'unanimité, l'obstacle politique qui donne des armes à ceux qui s'opposent à une fiscalité importante, fédérale, disparaît. Au Parlement européen, vous avez déjà une majorité très importante pour un plan de relance beaucoup plus important et potentiellement pour une fiscalité directe européenne sur les revenus et les patrimoines qui permettrait de mettre fin, de lutter contre la concurrence fiscale de manière beaucoup plus pérenne et beaucoup plus démocratique que ce que constituerait l'harmonisation des fiscalités directes des États membres. Et par ailleurs, dans le triangle institutionnel à Bruxelles, le Parlement européen est l'institution européenne qui est la plus favorable à un effort ambitieux en matière de transition énergétique. C'est toujours pas assez, parce que soit aujourd'hui, il faudrait viser 65% de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2030, et le Parlement n'y est pas encore. Mais des trois institutions qui doivent codécider l'objectif de l'Union européenne, Commission, Parlement, Conseil des ministres, le Parlement est le plus ambitieux. Et s'il avait les moyens, s'il pouvait lever l'impôt, et il disposait de ce levier-là, qui est un levier fondamental en matière de politique de transition énergétique, je pense que la politique de l'Union européenne serait beaucoup plus ambitieuse sur ce plan-là. Et je termine là-dessus, Eric, pour le coup. Je pense que le plan de relance est un des éléments qui font qu'aujourd'hui, cette révision des traités est possible, mais ce n'est pas le seul. Et il y a un autre élément qui est un élément politique majeur qui permet d'envisager cette révision des traités, c'est le Brexit. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, le Royaume-Uni a été le principal adversaire politique de la perspective d'un fédéralisme fiscal dans l'Union européenne, en particulier de la définition d'impôts européens et du fait de transférer le pouvoir fiscal au pouvoir européen, de partager le pouvoir fiscal avec l'Union européenne. Le Royaume-Uni n'est plus là. Il ne faut pas obtenir l'accord de Londres pour changer les traités dans ce sens-là. Et donc, voilà, je ne vois pas s'il y a une campagne politique portée par les gouvernements français, allemands, la Commission, le Parlement européen, l'Italie, l'Espagne, ces gouvernements seront d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne vois pas comment le Luxembourg, les Pays-Bas ou la Finlande pourraient empêcher une telle évolution constitutionnelle de l'Union européenne. Merci Christakis, merci à vous quatre. On va reprendre un tour d'intervention. Jean-Marie, puis Manon, puis Benjamin, puis Christakis. Évidemment, c'est un deuxième tour de parole qui vous permet aux uns et aux autres de vous répondre si vous le souhaitez. Et j'avais une question plus précise à poser à Jean-Marie. Christakis en a déjà parlé un petit peu, mais tout le monde parle de transition écologique, il faut la financer. La BCE dit que ça doit être au cœur aussi des politiques européennes. Qu'en est-il? Est-il possible aujourd'hui de financer à l'échelle européenne cette transition écologique et comment? C'est à moi?
Absolument, pour une dizaine de minutes, pas plus. Bon, d'abord, en préalable, bon, je suis très content de cette discussion parce qu'elle montre qu'on a de très, très, très larges accords sur beaucoup de points. Ce que ne savent peut-être pas Manon et Benjamin, c'est que cette soirée, finalement, est peut-être partie d'un mail un peu agacé que j'avais écrit à quelques amis que je connais parce qu'ils m'ont abonné à leur mensuel Démocratie et DGS. Et donc, j'avais envoyé, sans connaître Christakis, je ne mets même pas son adresse, j'avais envoyé un mail un peu sec. Bon. Et donc, ça a de fil en aiguille débouché sur la soirée de ce soir, donc c'est très bien. Je continue de penser que l'intérêt de la discussion au départ sur la dette, focalisée sur la dette, est d'avoir posé le problème des institutions qui doivent encadrer les politiques publiques et ici, les institutions d'ordre monétaire. Je voudrais dire trois choses en complément et puis pour lancer aussi la discussion. La monnaie est toujours une dette. Ça, c'est le fondement même de la conception de la monnaie que nous avons. Le problème de savoir auprès de qui et pourquoi en deux mots faire. Bon. Et donc, l'annulation, enfin, le débat sur l'annulation, à mes yeux, ne vise pas à entonner un haro supplémentaire sur la dette publique. Et je reconnais que j'avais signé la première tribune. Si ça avait été moi qui l'avais rédigée, elle n'aurait pas été rédigée pareil. Parce que d'emblée, j'aurais mis le lien sur la question de la monétisation des dettes publiques, c'est-à-dire sur le financement direct par la Banque centrale. Bon, ceci étant dit, il y a un point qui, dans le débat public, n'est pas suffisamment clarifié, à mon avis, et là-dessus, nos adversaires en jouent magistralement. Est-ce que la BCE crée de la monnaie lorsqu'elle rachète les titres de la dette publique sur le marché secondaire? Alors, tout le monde nous dit, tous les journalistes, tous les économistes bien pensants nous disent c'est la planche à billets. Mais ce n'est pas vrai. Quand la Banque centrale rachète des titres de dette publique, elle crée de la monnaie centrale qui va figurer sur les comptes des banques. Et ça ne signifie pas du tout qu'il va y avoir un gramme d'euro qui va aller obligatoirement vers l'économie productive. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, la majeure partie des liquidités abondées par la BCE ne sont pas allées pour favoriser l'investissement. Donc, je crois qu'il faut clarifier ce point pour démonter un certain nombre d'arguments qui nous sont présentés. Alors, sur ta question, Eric, d'ailleurs sur l'avenir, sur une politique publique à mettre en œuvre, et notamment dans le cas de transition, je crois que ça a tangué, je ne sais pas si ça tangue encore, mais ça a un peu tangué au sein du directoire de la BCE pendant cet hiver, parce que le dogme de ce qu'ils appellent dans leur jargon la stabilité de marché a été discuté. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la stabilité de marché? La BCE, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à une date récente, refinançait aveuglément les titres que lui présentaient les banques, quelle que soit la qualité des investissements qui avaient pu être effectués par l'octroi de crédit des banques aux entreprises, aux sociétés. Et donc, cette stabilité de marché, selon laquelle la Banque centrale européenne n'avait pas à prendre parti sur la question de la qualité des investissements et en amont des crédits accordés pour le faire, cette stabilité de marché est aujourd'hui contestée au sein même du directoire de la BCE. Et ça, c'est une bonne chose qu'il faut absolument continuer de renforcer. Alors, le plan de relance, 750 milliards. Moi, là, sur ce point, j'ai un sentiment beaucoup plus mitigé que ce qu'a exposé Christakis. Je pense que ce plan de relance de 750 milliards, même quand il va être mis en œuvre, donc d'ici quelques mois, d'où sortent ces 750 milliards? Ils sont empruntés sur les marchés financiers, certes de façon mutuelle, certes, mais ils sont toujours empruntés. Donc on est toujours dans ce cercle infernal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de financer l'économie que d'emprunter sur les marchés financiers. Bon, c'est de ça dont il faut sortir, je crois, progressivement. Bon, je pense que il faut tarir, voilà, je vais le dire comme ça, il faut assécher, il faut tarir l'abondement des marchés financiers en obligations publiques. Et ça, on doit beaucoup à Benjamin Lemoine dans son livre qui date déjà de quelques années, L'ordre de la dette, où il avait bien montré qu'il y avait eu un moment décisif politique de création de marché des obligations publiques. C'est ce marché qu'il faut tarir, qu'il faut assécher aujourd'hui. Et je pense que avoir mis un coup de pied dans la fourmilière de la dette publique et de la monétisation des dépenses publiques, ça sert à ça. C'est-à-dire qu'à justifier le tarissement de ces abondements.
qu'est-ce qu'il y a, et je termine là-dessus pour répondre à ta question, Eric, quels sont les besoins qui sont estimés aujourd'hui pour financer la dite transition écologique à l'intérieur de laquelle il y a la transition énergétique? Il y a quelques années, la fourchette d'estimation était très large. Ça oscillait entre 2 et 4 ou 5% des PIB européens, mondiaux, etc. Aujourd'hui, la fourchette s'est beaucoup resserrée. On estime qu'il faut au moins 4 à 5% des PIB de partout par an pendant plusieurs décennies, c'est-à-dire, mettons, à l'horizon 2050. Bon. Que prévoit le Green Deal européen là-dessus? Le Green Deal européen, prévu par la Commission européenne, a fixé un montant de 1 000 milliards d'euros qui s'inscrit dans le cadre budgétaire du budget européen qui va s'étaler, alors 2021-2027, si je ne me trompe pas, Manon corrigera, c'est-à-dire sur 7 ans, la somme qu'il faudrait mettre en œuvre chaque année pour pouvoir arriver à l'échéance de 2050 en ayant une chance d'avoir ralenti le réchauffement climatique. Et sur ces 1 000 milliards, si je suis bien renseigné, sur ces 1 000 milliards, la Commission européenne, en fait, ne prévoit que la moitié qui viendrait directement du budget européen. Les 500 autres milliards seraient un effet indirect de l'effet de levier que jouerait l'amorçage de pompe par la Commission européenne, par le budget européen. Donc, 500 milliards et plus 500 milliards feraient les 1 000. Mais le problème, c'est que d'abord, il faudrait que les sociétés privées aient dans la tête, effectivement, cet objectif de transition écologique, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et donc, postuler que 500 milliards d'amorçage de pompe étalé sur 7 ans, sur toute la durée du prochain budget européen, c'est vraiment être tout à fait en deçà de la nécessité que tous les experts internationaux évaluent aujourd'hui. Et là, je ne parle que bien sûr que d'un point de vue quantitatif, mais il faudrait également souligner l'aspect qualitatif, c'est-à-dire est-ce qu'on va continuer dans le même temps qu'on veut financer des investissements de transition, est-ce qu'on va continuer à financer par des subventions ou des crédits les industries polluantes, est-ce qu'on va continuer à financer Total, est-ce qu'on va continuer à financer Amazon et compagnie. Donc bref, on a à la fois un problème d'ordre quantitatif, mais peut-être plus important encore, un problème d'ordre qualitatif. Merci. Je vais passer donc la parole à nouveau à Manon. À la fois, tu peux réagir évidemment à ce que les autres intervenants ont dit précédemment. J'avais 2 questions plus précises à te poser, si tu veux bien. La première, Biden dit il faut qu'il y ait un taux minimum d'imposition à l'échelle mondiale. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être positif et se transmettre aussi en Europe pour empêcher l'optimisation fiscale qui a fait tant de ravages toutes ces dernières années? Et la deuxième question, tu as bien fait une synthèse tout à l'heure et les différents intervenants ont salué la synthèse que tu as faite et qui montre qu'il y a des convergences possibles entre tous les économistes de gauche. Est-ce que ces convergences, tu les sens aussi au niveau du Parlement européen? Est-ce que les parlementaires européens de gauche, globalement, tirent dans le même sens sur ces points importants qui permettraient une réorientation de la politique européenne? Alors, il y a plein de choses intéressantes et je vais répondre à tes questions. D'abord, juste quelques éléments de réaction. D'abord, sur le plan de relance européen. Christakis, tu disais à juste titre que le Parlement européen était plus ambitieux. C'est vrai, mais comme souvent, le Parlement européen a de l'ambition quand il s'agit d'émettre un horizon, quelque chose que l'on souhaite, mais quand il s'agit de passer des mots à l'action, souvent, dans l'échiquier politique, nous, notre groupe, on se retrouve bien isolés. En pratique, s'agissant du plan de relance européen et ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, qui est le budget qui court jusqu'à 2027, le Parlement européen était codécisionnaire, en tout cas pour le cadre financier pluriannuel qui était lié au plan de relance européen. L'issue des négociations était très, 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 très en deçà des demandes du Parlement européen. Je passe sur les conditions austéritaires dont je parlais tout à l'heure, etc. Et le Parlement européen aurait pu dire, nous, en tant que co-législateurs, nous ne signons pas. Et donc, nous revenons autour de la table des négociations et non, nous n'approuvons pas
un cadre financier pluriannuel qui, par exemple, n'a pas les ressources propres dont parlait Jean-Marie pour donner un budget véritable et pour éviter qu'on ait à se prendre un énorme retour de boomerang sur l'emprunt européen qui a été fait, parce que dans leur tête, il faut rembourser. Et comme on n'aura pas les ressources propres suffisantes, eh bien, dans ce cas-là, ce seront les citoyens européens et les États qui paieront in fine. Mais non, il ne s'est rien passé de tout ça. Le Parlement européen a validé les doigts dans le nez, et nous, notre groupe, on était un des seuls à s'être opposé au cadre financier pluriannuel. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre, mais tellement d'autres. Moi, je travaille sur toutes les questions économiques et fiscales au Parlement européen. Je sais pas, un amendement qui dénonce les paradis fiscaux européens. Pareil, tous les leaders européens, tous les leaders politiques en France, à gauche comme à droite, vont dénoncer le rôle des paradis fiscaux européens. Je dépose un amendement par qu'il est voté juste par nous les Verts. Bon, je m'arrête là parce que la liste, elle est longue. Et c'est pour ça que je ne partage pas ton optimisme sur la modification des traités. Il y a un indice qui est là pour en témoigner. Vous avez certainement entendu parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est une espèce de cérémonie en grande pompe, assez similaire à ce que Giscard d'Estaing avait fait, impulsée notamment par la France, dont l'objectif est soi-disant de réformer les traités européens. Initiative qui va être lancée ce 9 mai et qui est censée durer 2 ans, qui va en durer plus qu'1 an, parce qu'Emmanuel Macron veut en faire un outil au service de la présidence française du Conseil européen qui aura lieu l'an prochain. Et donc, ça tombe très bien pour Emmanuel Macron, puisque ce sera au moment des élections présidentielles. Et ce truc est devenu une énorme usine à gaz, et à tel point que ça a mis 1 an à démarrer juste pour se mettre d'accord, c'est quoi les prérogatives de l'assemblée plénière que l'on va créer. Bref, on est très loin des objectifs politiques que l'on devrait se poser. Et oui, évidemment, je continue à défendre une modification des traités que la crise a rendu plus que jamais indispensable sur la politique commerciale et le droit à la concurrence, sur la politique monétaire, sur la politique économique. Bref, la liste est longue, mais je ne crois pas qu'on va aboutir à une modification des traités dans un futur proche. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et on revient à des points de clivage qui me permettent de répondre aussi un peu à ta question, Eric, sur les points de clivage à gauche sur l'Europe. Moi, je continue à croire qu'on est plus fort à plusieurs. Et donc, je continue à croire que si on veut lutter efficacement contre l'évasion fiscale, si on veut lutter efficacement contre le changement climatique, on est mieux à 27 que tout seul. Le fait est qu'à 27, sur bien des sujets, et ceux-là en particulier, on n'y arrive pas. Et donc, je continue à croire que sur beaucoup de ces sujets, on peut faire en plus de ce que fait l'Union européenne, et quitte à désobéir à certaines règles européennes. Les 3% de déficit, en réalité, personne ne les respecte. Il n'y a jamais de procédure d'infraction. Pourquoi on s'impose cette règle qui n'a aucun fondement économique? Les règles d'aide à la concurrence, eh bien oui, si on veut demain ne pas mettre en concurrence le fret et la SNCF, oui, on déroge à une des règles de l'Union européenne. Et je le dis, je le dis vraiment dans les yeux. Oui, si on était au pouvoir, on ne respecterait pas cette règle. Est-ce que l'Union européenne nous mettrait dehors de l'Union européenne? Non, je ne le pense pas. Par contre, c'est un des outils qu'on a dans le rapport de force. Et donc, je pense qu'il faut penser thème par thème comment on pourrait faire de manière concrète. Et donc, sur la politique de la concurrence, sur la politique de la gouvernance économique, je pense qu'on pourrait ne pas respecter certaines de ces règles. J'en arrive à la question fiscale. Pour répondre aussi à ta question, Eric, sur la question fiscale, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, en effet, Joe Biden a, on va se dire les choses, redistribué les cartes de la politique fiscale de ces dernières années pour que les gens comprennent bien ce dont on parle. On a un contexte international de course à la concurrence fiscale. Les États, les uns après les autres, diminuent leur fiscalité aux entreprises parce que ils se disent qu'il faut encore qu'on soit dans le jeu parce que sinon les entreprises fuient et vont ailleurs. La conséquence de ça, elle est évidente, c'est que ça fait moins de recettes pour les États, d'une part, et d'autre part, c'est en partie compensé, alors par une baisse des dépenses dans les services publics, on en voit les conséquences, et en partie compensé par une hausse de la fiscalité qui est plus facile à prélever auprès des ménages les plus pauvres, comme la TVA en France et la CSG, qui sont des impôts profondément injustes et payés en plus grande partie par les ménages les plus pauvres et qui n'ont cessé d'augmenter. Pour vous donner une idée, les recettes de la TVA, c'est plus 73% en 20 ans et la CSG, c'est multiplié par 6,7. Je répète, alors que ce sont des impôts qui sont payés essentiellement par les plus pauvres. Et donc, ça, c'est le paysage global. Et si on veut arrêter cette course à la concurrence fiscale, il faut mettre une forme de plancher en disant stop, ça va pas plus bas. Alors, ça va pas plus bas sur les taux d'imposition, mais ça ne doit pas aller plus bas aussi sur ce qu'on appelle l'assiette fiscale, qui est un peu la taille du gâteau à taxer. Parce
que vous pouvez avoir un taux très élevé, si vous avez un tout petit gâteau à taxer, bon, et il reste plus grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se battre sur ces deux tableaux-là. Mais on se souvient, moi je travaillais à Oxfam à l'époque, Nicolas Sarkozy qui avait dit au G20 de Londres, c'était en 2012, 13, je dirais un truc comme ça, qui avait dit c'est la fin des paradis fiscaux. Bon, on l'a vu depuis ce que c'est. Donc, je suis aussi méfiante sur les annonces en grande pompe et ce que ça donne derrière. Ceci étant dit, ce taux d'imposition minimum à 21% que propose Joe Biden, ça rebat les cartes puisque ce qui était défendu notamment par les États européens et notamment par la France, c'était un taux minimum de 12,5% qui correspond par ailleurs au taux irlandais et qui est un taux très bas, sachant qu'en France, on va arriver à la fin du quinquennat à 25%, mais on était au début du quinquennat à 33%. Et pour donner une idée et bien comprendre, ça a été divisé par 2 depuis les années 80. Donc vraiment, c'est des impôts sur lesquels on est en train de perdre la partie. Et donc, il s'agit de fermer cette parenthèse de l'histoire. D'où aussi tout ce que je racontais sur taxer ceux qui ont profité de la crise. Mais donc, pour finir là-dessus, on en arrive de nouveau à une impasse de l'Union européenne. La question d'un taux minimum, c'est un vieux projet, c'est un vieux débat au niveau européen. Il y a ce qu'on appelle aussi une forme d'harmonisation fiscale à travers une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, avec un principe similaire là de règles communes de définition de l'assiette fiscale. Et maintenant, il y a le débat sur le taux d'imposition. Mais pour ça, il faut l'unanimité des États membres. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on va se mettre d'accord avec l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et Malte sur un taux d'imposition qui soit suffisamment ambitieux? Moi, j'y crois pas. Donc, il y a deux solutions. Soit on arrive à changer les règles européennes et à ne pas, sur la fiscalité, décider à l'unanimité, mais à la majorité. Perso, j'y crois pas, parce que je suis dedans, parce que je vois comment ça se passe. Soit on arrive à se mettre d'accord avec ceux qui le veulent. Donc, ça peut être la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, c'est déjà 80% du PIB, je sais plus, un truc comme ça, européen. Et on dit, bah, nous, ok, l'Union européenne n'en veut pas, bah, nous, on le fait. Nous, on met ensemble un taux d'imposition minimum, on met ensemble une assiette commune de l'impôt sur les sociétés qui va beaucoup plus loin. Bref, on renverse complètement la dynamique. Mais ça suppose du courage politique. Et là, c'est là où je veux interpeller aussi mes autres collègues députés européens à gauche. Parce qu'en fait, on se rejoint tous sur le constat, tous sur l'urgence de remettre à plat la politique monétaire, la politique fiscale. Mais quand on demande, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est là où tout le monde est timoré. Non, mais il faut pas remettre en question les traités européens, etc. Bah, alors, vous faites comment? Et je pense notamment à mes collègues des Verts. Vous savez qu'on partage beaucoup de choses avec Europe Écologie Les Verts, mais ils ont été incapables de nous dire pendant des mois, tous ces mois, on a déposé des amendements qui remettent en question l'indépendance de la BCE. Ils n'avaient pas de position. Bon, finalement, ils les votent tous plus ou moins, ces amendements-là. Le débat progresse, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi dépasser cette espèce de discussion et relation théorique qu'on a à l'Union européenne. La question, c'est pas on est pour ou contre l'Union européenne. Pour moi, la question, c'est comment on mène une politique. Là, en l'espèce, on parle de politique économique progressiste. Et donc, soyons concrets, soyons conséquents. Et donc, moi, je vous ai donné des exemples concrets sur la politique fiscale, sur la politique commerciale. Tiens, prenons les accords de libre-échange. Pour le coup, sans l'accord de la France, ça se fait pas. Donc, si la France, elle veut pas du Mercosur, il n'y a pas de Mercosur pour l'Union européenne. Prenons la politique de gouvernance économique et le semestre européen. Prenons la politique fiscale. Je vous ai donné des exemples concrets de comment on pourrait œuvrer. Mais ça nécessite d'aller un cran au-dessus du discours qu'on a et aussi d'assumer un rapport de force que certaines formations politiques à gauche ne sont pas prêtes à avoir pour le moment. Et en même temps, si on veut voir le verre à moitié plein, j'observe qu'y compris parmi ceux qui ont une relation plus d'amour théorique à l'Europe se rendent bien compte des impasses et se disent, OK, comment on les dépasse de manière concrète? Ce qui, par ailleurs, est aussi une façon d'éviter que l'Europe aille droit dans le mur parce que littéralement, ce qui est en train de se passer. Voilà ma note de mi-optimisme, mi-pessimisme en réponse, y compris à tes questions. Merci, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut du courage politique. Et évidemment, c'est ce qui a manqué au gouvernement Hollande, qui a trahi la gauche et qui n'a absolument pas remis en cause le pacte de stabilité, etc., etc. Et pourtant, une gauche en France qui arrive au pouvoir devrait et aurait normalement, vu le poids politique et économique de la France, la possibilité de changer les choses. Et comme tu le dis, Manon, y compris de trouver des alliés au niveau d'un certain nombre d'États, et puis en appeler à la solidarité des salariés à l'échelle européenne pour créer un mouvement de solidarité que malheureusement le peuple grec et le gouvernement de Tsipras ne pouvaient pas faire vu
le poids beaucoup moins important de ce pays. Benjamin, des réactions par rapport à tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent? Et ce fameux pacte de stabilité, c'est fini là? On nous embête plus avec ça ou pas? Je ne suis pas sûr que les enjeux de discipline budgétaire ne reviennent pas. D'ailleurs, on voit que ça a très bien été dit par Manon Aubry, ils n'ont jamais cessé d'exister. Et en France, il y a une sorte de fossé cognitif extraordinaire entre l'évolution de l'infrastructure de la BCE, la facilitation du financement des États, et puis ce logiciel de politique économique de l'offre, de la rigueur budgétaire, du cantonnement. Donc il faut quand même effectivement rappeler cela, et ça a bien été fait par Manon, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance cognitive extraordinaire entre les changements qui se passent parfois de manière bureaucratique, discrète, à l'échelle européenne, et puis l'état du débat économique au sein de chaque État, et en France qui est assez désastreux et qui a des années-lumière de ce type d'évolution. Donc je pense malheureusement que le débat sur les critères de discipline et de verrou sur la dépense publique et sociale reviendra. Alors justement, je vais peut-être illustrer, je voulais quand même redonner des éléments sur la controverse relative à l'annulation BCE, ce que j'avais volontairement esquivé dans mon topo. Je remercie aussi Manon pour sa vision de cette controverse et de rappeler qu'elle fait avancer le niveau intellectuel et politique global. Il y a une notion d'apprentissage dans les controverses à laquelle je tiens, que j'enseigne d'ailleurs, car on ne prend pas des positions comme des postures, ni pour se tirer une balle dans le pied à gauche, etc. etc. Moi aussi, j'avais des amis comme Bruno Terret, etc., qui ont signé l'autre. Et donc, c'est bien l'idée d'avancer sur des arguments et de réfléchir à des stratégies. Et il me semblait, et c'est ce qui faisait mes hésitations et ce qui m'a toujours gêné, que la proposition d'annulation dans sa formule BCE, parce qu'il faut rappeler, donc c'est une annulation partielle, seulement de la dette détenue par la BCE, et ça a été rappelé sans cesse par ceux qui la proposaient. Il y a une tension sur la justification des outils. Ce que je disais dans mon topo, entre d'un côté une solution strictement conjoncturelle, en gros c'est un fusil à un coup, un one-shot, qui libère de l'espace, et je le rappelle quand même en jouant le jeu dangereux de l'affichage du ratio de dette, c'est-à-dire en gros on efface la part de la dette détenue par la BCE qui correspond plus ou moins à la dette contractée pendant la crise de la pandémie. Et c'est sûrement pas ce que souhaite Jean-Marie, mais cette proposition va donc avec un affichage de la baisse du ratio pour faire quoi? Et c'est ce qu'a fait avancer notre tribune et la controverse, pour ensuite aller remprunter sur les marchés financiers. Donc, je suis désolé, Jean-Marie, mais la proposition telle qu'elle était défendue, c'était bien l'idée d'effacer une dette détenue par la BCE, donc qu'on peut considérer comme un instrument de démarchandisation, pour ensuite aller réemprunter le même montant pour se donner du souffle, pour se donner de la marge, pour aller investir dans la transition écologique via un emprunt sur les marchés. Et ça restait implicite. Et en somme, notre tribune a poussé à clarifier cela et à donc dire ce qui manque dans le débat, c'est évidemment des instruments de financement hors marché, de manière pérenne et structurelle. Et d'ailleurs, du coup, pourquoi je pense que ça, c'est très important, et en somme, cette tension entre d'un côté le côté conjoncturel ou structurel de cette proposition, il est central parce que beaucoup de gens comme Jean-Marie, au contraire, avaient un agenda pour sortir les États de la financiarisation, un agenda structurel. Et donc, pour beaucoup, en fait, la proposition de l'annulation revenait à la monétisation. Et de fait, sur la monétisation, sur la sortie de la contrainte des marchés financiers, oui, on se retrouvera tous sans aucun souci. Mais stratégiquement, il semble que cette proposition d'annulation, elle peut, malheureusement, elle peut, à mesure d'ailleurs qu'elle avance, à mesure qu'elle devient mainstream, beaucoup se réjouissent parmi ceux qui défendent l'annulation, que le FMI, les institutions de Bretton Woods reprennent à leur compte ces idées d'annulation partielle. En fait, l'outil de restructuration des dettes, d'annulation partielle, c'est pas un outil si hétérodoxe que ça, surtout quand on affiche que ça ne doit pas léser le capital, que ça ne lésera aucun épargnant privé. C'est un instrument classique d'intervention pour les pays périphériques et en voie de développement. Ça allait de pair avec des conditionnalités, un plan d'ajustement structurel. On restructurait leurs dettes, on changeait les maturités, on annulait une partie mais pas tout, et on se servait de ça, de cette annulation partielle, comme un levier de mise en place de conditionnalités très fortes. Et donc, il y a un risque à mesure que cette proposition avance, puisqu'elle devient de plus en plus mainstream, elle produit des ralliements largement mainstream, et à mesure qu'on obtienne l'annulation sans le projet initial. En somme, on va garder le concept, oui, on va annuler une partie de la dette contre une partie d'investissement vert, mais ce sera une victoire à la Pyrrhus et ce ne sera pas le contenu souhaité
de la grande révolution à gauche, de la reprise du contrôle de la monnaie et de la finance. Donc voilà, il y a une vraie tension sur cette proposition d'annulation qui fait que ça a divisé et qui fait que ça a fait avancer la discussion sur l'importance de cadrer le débat sur le contrôle de la finance, le contrôle du mandat de la BCE, de ne pas découper entre une dette Covid et une autre dette normale qu'il faudrait, elle, contribuer à baisser. Et de fait, les stratégies qu'on promeut, nous, c'est de profiter du terreau bureaucratique actuel à la BCE, du débat en cours, pour pérenniser et rendre irréversibles les avancées des banques centrales qui sont aujourd'hui des assureuses en dernier ressort des États, et puis en profiter pour aller frapper au cœur directement dans l'appareil de financement ordinaire des États. Et profiter de cette conjoncture actuelle, de l'endurcir, de la prolonger, de l'approfondir, plutôt que de créer paradoxalement une occasion un peu sensationnelle qui pourrait au contraire permettre de refonder l'ordre de la dette. Pourquoi ? Parce qu'on ne supprime qu'une partie de la dette, on revient à des horizons de 100% de ratio de dette sur PIB, les investisseurs nous prêtent. Alors, certains considèrent que ce serait quand même un risque politique très fort. Là aussi, il y a une divergence d'interprétation, mais il y a une partie des investisseurs institutionnels qui se rallient à cette proposition en considérant que soit on s'accoutume de la dette, soit au contraire, effectivement, on dit qu'il faut aménager à la marge et on repart dans un régime classique d'ordre de la dette de la fin des années 90, 2000, 2010, avec des niveaux qu'on peut surveiller, un ratio qu'on peut surveiller. Donc voilà, je tenais quand même à clarifier ma position sur l'annulation pour dire que c'est pas une posture, on ne s'amuse pas à diviser comme ça à la gauche. Et d'ailleurs, je ne pense pas que la division au sein des économistes de gauche change quoi que ce soit de fondamental. Au contraire, ça permet de clarifier des positionnements, clarifier des agendas à poursuivre ou pas. Et voilà, c'est pas gratuit, c'est pas pour ça scie pas la branche de la gauche, quoi. Je crois pas du tout à ça. Au contraire, ça met en débat les sujets en leur cœur. Voilà. La gauche est capable de se diviser même sans l'aide des économistes. Exactement. Christakis, par ailleurs, voilà, servir à clarifier les effets ou non de telle ou telle stratégie, voilà, en assumant que c'est pas avec l'annulation ou alors on est des afro-libéraux. Je pense qu'on a beaucoup avancé de ce point de vue-là, au contraire. Y compris le débat de ce soir montre bien, au-delà de points de vue différents sur un certain nombre de choses, qu'il y a des vraies convergences fortes. Christakis, à toi peut-être de réagir à ce que les uns et les autres ont dit, mais alors pour réformer les traités actuels, il faut l'unanimité, donc on n'y arrivera jamais, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui peuvent évoluer et dans le bon sens ? Oui, non, mais moi je partage le point de vue de Benjamin sur la controverse, etc. Je pense que c'est dommage de se diviser, de s'épancher en public avec les tribunes, etc. Je pense que ça, c'était pas terrible, mais qu'on soit pas d'accord et qu'on mène le débat et que voilà, ça c'est très bien. Moi, ça me paraît incontournable. Non, juste, je vais repartir un peu de certaines choses que Manon a dit pour expliquer peut-être un peu plus ce que j'avance. Alors, optimiste, pessimiste sur un changement prochain des traités. Franchement, il y a 11 ans, quelqu'un nous aurait dit, vous savez, dans 10 ans, la BCE fera ce qu'elle fait, c'est-à-dire un cumulé de dette publique sur son bilan à hauteur de, aujourd'hui, c'est 35% du stock de dette publique de la zone euro. La Commission européenne va être autorisée à s'endetter à hauteur de 900 milliards d'euros à peu près, parce qu'un euro courant, ça serait à peu près 900 milliards. Les 750, c'est des euros constants 2018. Enfin, bref, on nous aurait dit ça. Franchement, je ne vois pas qui aurait dit bah oui, ça se fera, évidemment. Donc, il y a des conjonctures politiques qui changent les calculs politiques. Et je pense qu'on est là-dedans. Et la preuve de ça, c'est Macron a proposé dans son discours de la Sorbonne un budget de la zone euro à plusieurs points du PIB, etc. Pendant 3 ans, la réaction de Berlin, c'était circuler, il n'y a rien à voir. C'était quasiment ça. Il y a eu l'accord de Meseberg, on va faire 10, 20 milliards d'euros de budget d'investissement. C'était pour amuser la galerie. En quelques semaines, en un mois, Merkel a basculé. C'est pas rien. Moi, je suis d'accord que le plan de relance est insuffisant. Mais le revirement allemand n'est pas rien. Et donc, si le gouvernement allemand peut changer de fusil d'épaule, il n'y a pas que le revirement du gouvernement allemand en matière de fédéralisme fiscal dans l'Union européenne, il y a le revirement du gouvernement de Berlin en matière de politique fiscale domestique.
D'accord? Parce que ils vont faire 10% de déficit, là, je pense, les Allemands. C'est pas arrivé depuis la réunification, depuis 30 ans. Ils ont mis de côté le Schwarzenegger, la règle constitutionnelle d'or allemande, et la CDU elle-même, pas le SPD, la CDU elle-même discute de savoir s'il faut changer la constitution pour liquider, pour éliminer la règle d'or. Il y a un an, on nous aurait dit ça, personne n'y aurait cru. Et pourtant, ça se fait. Donc, pessimiste, optimiste, moi, je vois simplement qu'il y a des brèches qui s'ouvrent dans lesquelles il faut s'engouffrer. Et oui, tu as raison, le Parlement peut se dégonfler dans les négociations interinstitutionnelles, je ne me fais pas de doute là-dessus, mais je ne me fais pas de doute non plus que s'il y a un débat qui commence, un débat public qui commence, dans lequel le président français, de gauche en plus, s'il est élu en 2022, la nouvelle chancelière allemande, imaginons que c'est verte et qu'elle s'appuie sur une coalition verte-rouge-rouge, avec le soutien du gouvernement espagnol, du gouvernement italien, commence à dire oui, là, le plan de relance, il faut vraiment le pérenniser, il faut en accroître la taille et en plus, il faut le financer par des impôts directs. Et ça, la manière la plus démocratique de le faire, d'accord, c'est que la fiscalité, tout simplement, devienne une compétence de l'Union européenne et qu'elle soit soumise à la procédure législative européenne. Oui, je pense que dans ce cas-là, l'Irlande, le Luxembourg, la Malte, Chypre ne pourront pas opposer leur veto. Et on a la preuve avec le plan de relance. Il fallait l'adopter à l'unanimité. Les Pays-Bas ont commencé par dire « niet », il n'en est pas question. À la fin, ils y ont cédé. Pourquoi? Parce que la règle de l'unanimité, elle est relative. Et quand il y a un élan politique qui se met en marche, d'accord, quand vous avez la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, 75% du PIB et je ne sais pas combien de pourcents de la population de l'Union européenne, bon, ça change la donne. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait qu'on ne va pas attendre que ça se fasse à la 27 pour faire quelque chose. C'est vrai, mais prenons l'harmonisation fiscale. Il n'y aura jamais l'unanimité, en effet, pour adopter la directive AXIS au sein du Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres. On a essayé, ça fait 10 ans que la Commission a proposé la première version en 2011, elle a remis le couvert en 2016, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Pourquoi il y en aurait? Le business model de l'Irlande, de Luxembourg, de Chypre, etc., est basé là-dessus. Pourquoi il céderait? On peut le faire à 19. Il y a même un article de traité qui prévoit des coopérations renforcées. Mais ça ne résoudra pas le problème. Parce que l'Irlande, le Luxembourg et Chypre ne participeront pas et continueront à faire du dumping fiscal au sein du marché unique. On ne va pas les expulser de l'Union européenne. Enfin, on pourrait, mais on ne va pas aller jusque-là. Par contre, je ne vois tout simplement pas comment tous ces gouvernements pourraient s'opposer, non pas à harmoniser la fiscalité, non pas à ce que la Commission leur dise votre taux d'impôt sur les sociétés va passer de 10 à 25. Je ne vois pas pourquoi, y compris d'un point de vue démocratique, après tout, est-ce que ce n'est pas à chaque État de décider démocratiquement? Si le Parlement irlandais est majoritairement d'accord pour ça, est-ce qu'il n'y a pas une légitimité démocratique là-dessus? Par contre, en quoi est-ce que l'Irlande pourrait légitimement s'opposer à ce que le Parlement européen, sur proposition de la Commission et avec l'accord du Conseil à la majorité, adopte un impôt sur les sociétés européen de 25%? Ça se cumulera. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Ça se cumulera. Il y aura un pouvoir fiscal européen et ça sera ça le taux plancher. C'est-à-dire que sans se mettre d'accord pour harmoniser les fiscalités, le fait d'avoir une fiscalité centralisée, ça suffira pour casser la dynamique de la concurrence fiscale. Et après, la France peut rajouter 20% d'impôt sur les sociétés et l'Irlande 5%. D'accord, pourquoi pas? Il y aura toujours une dynamique de concurrence fiscale, mais elle sera contenue sur la même base de la proposition de Biden avec un impôt minimal. Et par ailleurs, c'est le meilleur moyen de résoudre les problèmes de la zone euro qui ont été mis à jour depuis 10 ans. Les problèmes de déséquilibre régionaux entre les déséquilibres macroéconomiques entre les États du Nord et les États du Sud. Et c'est aussi le meilleur moyen de favoriser une politique plus ambitieuse en matière de transition énergétique. Si le niveau fédéral dit à la Pologne, on va mutualiser les coûts de la sortie du charbon dont vous dépendez à tel point que vous ne voulez pas entendre parler de transition énergétique, pourquoi la Pologne serait contre? Ça fera des transferts budgétaires vers la Pologne, c'est très bien. Donc, encore une fois,
il y a des choses qu'on peut faire seul, et je suis absolument favorable à tout ce qu'on peut faire seul. Je ne suis pas pour attendre, je ne suis pas pour respecter les 3%, etc. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et ces choses-là, il faut le plus souvent essayer de les obtenir au niveau européen. Et je pense aujourd'hui que la conjoncture est favorable pour mener campagne là-dessus. Et quand on dit mener campagne là-dessus, ça veut dire que les groupes de gauche, et pas que Renew, je serais d'accord, je pense, une bonne partie de Renew, une bonne partie du PPE, etc., ferait campagne pour dire, voilà, ce qu'on a vu avec la crise du Covid, c'est qu'on a besoin d'une fiscalité fédérale. Et si on a une fiscalité fédérale, il faut qu'elle soit démocratique. Et pour qu'elle soit démocratique, il faut qu'elle soit codécidée par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne à la majorité, et pas à l'unanimité, parce que l'unanimité n'est pas une règle démocratique. Et de son côté, chaque force politique de gauche dans les élections nationales, et en particulier la France en 2022, peut dire, moi je vais élire un président, je vais élire un Premier ministre, qui ira au Conseil européen et qui dira, je vais changer les traités pour donner le pouvoir fiscal au Parlement européen. Je ne vois pas pourquoi ça serait impossible, en fait. Encore une fois, étant donné que le Royaume-Uni n'est pas là et que le Royaume-Uni, c'est un gros morceau, et que ce n'est pas l'Irlande, le Luxembourg, Chypre, etc., qui, eux seuls, même coalisés, ne peuvent pas s'y opposer. Le Royaume-Uni, c'est autre chose. C'est la City, c'est une grosse économie. Si le Royaume-Uni n'était pas d'accord, c'était difficile de lui tordre la main. Ce n'est pas pareil pour les autres. Voilà. Merci. Écoutez, moi, je propose qu'on s'en arrête là, à moins que vous ayez les uns ou les autres volonté de répondre absolument. Et je pense que le débat a été assez éclairant sur les points de convergence, les différents points de vue qui peuvent exister parfois aussi, mais il faudra qu'il se poursuive, ce débat, parce que je pense que les militants de gauche, les militants associatifs, syndicaux, politiques, ils ont besoin d'arguments pour leur combat. En préparant un peu la réunion, je pensais à cette phrase de Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut quand même le transformer. Les économistes nous aident à comprendre, mais il faut le transformer. Et ce n'est pas les économistes seuls. Donc, c'est la mise en mouvement de millions de personnes, de salariés, des forces sociales qui se mobilisent, qui peuvent changer les choses. Les batailles institutionnelles sont efficaces si elles peuvent s'appuyer sur des mobilisations. Mais pour se mobiliser, on a besoin d'avoir des outils, des arguments, des explications. Et c'est un peu le sens qu'on a voulu donner à ce débat. Il y en aura un autre le 5 juin, je l'ai déjà dit, sur la question de l'islamophobie, des discriminations et des réponses de la gauche dans la France d'aujourd'hui, alors qu'on assiste à une extrême droitisation du débat politique. Donc là aussi, on a besoin d'éléments et d'arguments. On va donc poursuivre. En tous les cas, moi, je tiens à vous remercier tous les quatre. Vous avez joué le jeu d'intervention à la fois fouillée, détaillée, technique même parfois, mais vous avez su aussi échanger entre vous et dégager des points de convergence, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais en tous les cas, ça peut nous aider les uns les autres à enrichir nos programmes politiques respectifs et de préparer 2022 dans des meilleures conditions pour que le combat que l'on mène en France soit aussi transposé à l'échelle européenne pour une transformation face à une Union européenne qui a été beaucoup trop dominée par le néolibéralisme toutes ces dernières années. Voilà, moi je tiens à vous remercier les uns et les autres et puis à vous souhaiter une bonne soirée. Un petit peu donc d'excuses sur les problèmes techniques, mais nous avons enregistré tout ce qui vient d'être dit et ce sera disponible le plus vite possible et sur YouTube et sur Facebook. En tous les cas, merci à nouveau. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.